feu Sidi Lamine Niasse. Nous avons appris son décès ce matin. Nous avons même failli reporter donc cette rencontre, tellement la personnalité de Sidi Lamine Niasse est importante à nos yeux pour l'espace médiatique, mais également en tant que personne appartenant à une grande famille religieuse, mais également en tant que quelqu'un qui s'est battu pendant toute sa vie durant pour les défenses des libertés des Sénégalais. Walfadjri a toujours été considéré à tort ou à travers comme étant donc le mur des lamentations. Toutes les personnes, toutes les structures qui ont eu des difficultés et qui ont eu des difficultés en tout cas à vouloir faire relayer leurs propos se sont tous retournés toujours vers Walfadjri pour une prise en charge de leurs revendications. Donc c'est aujourd'hui une perte énorme que le Sénégal donc vient d'enregistrer avec le décès de Sidi Lamine Niasse. Nous voudrions sincèrement nous incliner pieusement devant sa mémoire et observer une minute de silence et prier vraiment le bon Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis le plus céleste. Si on perd cet homme, c'est que c'est un monument qui tout simplement donc s'est éteint. Le SAES a observé depuis hier, ou observe encore depuis hier, un arrêt de travail de 48 heures. Cet arrêt de travail de 48 heures est consécutif à l'analyse de la situation donc, au niveau de l'enseignement supérieur qui a découlé cette analyse-là sur cette déclaration que nous allons vous lire. Nous avons essayé donc de faire un récapitulatif de toutes les questions qui aujourd'hui agitent en tout cas donc l'enseignement supérieur et pourraient être donc des sources de tension. Alors la première chose, c'est la situation sociale dans les campus universitaires. Comme vous le savez et comme vous l'avez tous relayé, aujourd'hui nous avons observé des fermeture temporaire de restaurants universitaires. D'abord, il y a eu un retard de démarrage de l'UGB et ce retard était consécutif tout simplement à une fermeture donc, des restaurants, des campus, suite à un non-paiement d'une dette que l'université Gaston Berger de Saint-Louis devait aux repreneurs des restaurants universitaires. En somme, si on fait une analyse donc, de cette situation, on se dit que le gouvernement pratiquement ne semble pas avoir appris vraiment donc, les leçons de ces dernières années. Les leçons qui ont conduit à des dérapages inutiles dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi le SAES constate avec regret cette situation sociale qui prévaut actuellement donc, dans les campus sociaux des universités, avec la fermeture ou en tout cas les menaces de fermeture de la quasi-totalité donc, des restaurants universitaires. Et sur ce point-là, nous pensons qu'il faut situer les responsabilités parce que quand même, il y a plusieurs niveaux de responsabilité, de mon point de vue, de notre point de vue. La première chose, c'est que il n'y a pas eu, de mon point de vue, ou de notre point de vue, il n'y a pas eu une politique d'anticipation sur les problèmes. À la fin de l'année, en principe, tous les services, tous les établissements doivent en réalité faire un rapport d'activité. Les universités d'une manière générale, les centres des œuvres universitaires, tous ces établissements-là doivent pouvoir faire donc des rapports d'activité qui sont transmis aux autorités du ministère donc, de l'enseignement supérieur. Et ensuite, il y a également les préparatifs de la rentrée universitaire. Parce que dans l'habitude républicaine que nous avons, c'est qu'à chaque début d'année, il y a un conseil interministériel.
préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire. C'est à ce moment-là que toutes les structures sont présentes et que toutes les parties prenantes sont présentes et que donc les problèmes sont mis sur la table. Ce qui permet à l'autorité d'avoir une vision synoptique de toutes les questions qui pourraient agiter le sous-secteur. Ça, c'est la responsabilité de la primature. Or, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'un conseil interministériel préparatif, tout simplement, donc de la rentrée universitaire. Ce qui fait que donc, on n'a pas pu mettre sur la table un arbre des problèmes. Mais ça également, il y a la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur qui aurait dû, de notre point de vue, organiser donc cette rencontre entre les directeurs des centres universitaires, le ministère de l'Économie et des Finances pour mettre sur la table tous les problèmes. Si on avait fait donc cet exercice-là, pratiquement on aurait pu savoir que à la rentrée, on risquerait donc d'aller vers ces difficultés-là et de pouvoir anticiper sur ça. Mais également, il y a eu la responsabilité du ministère de l'Économie et des Finances, parce que c'est ce ministère-là qui tient donc les corps de bourse. Et de ce point de vue également, nous avons noté que le ministère de l'Économie et des Finances, quand même, sur ces questions en tout cas, de dettes dues aux repreneurs donc des restaurants universitaires, n'a pas fait de notre point de vue ce qu'il devait faire. Alors, tout cela a conduit à une situation où aujourd'hui, nous avons pratiquement tous les repreneurs donc, des restaurants universitaires qui demandent qu'on leur paye donc leurs dettes que l'État leur doit, sinon ils vont fermer les restaurants universitaires. Mais cela a une conséquence néfaste sur le fonctionnement des universités. Premièrement, on risque d'aller donc vers des troubles sociaux au niveau des campus. Mais on n'en a pas besoin de ça. Avec tout ce que nous avons vécu dans un passé très récent, jusqu'à ce qu'il y ait donc des morts d'hommes. Quand vous prenez l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pratiquement aujourd'hui, toutes les facultés, à l'exception de la faculté donc de sciences économiques et de gestion, et qui est en train de travailler pour mettre aux normes son calendrier, pratiquement toutes les autres facultés pratiquement ont un calendrier universitaire plus ou moins stabilisé. Vous allez à la faculté de sciences, les enseignements de l'année universitaire 2018-2019 ont démarré. On a une projection sur la fin du premier semestre en mi-février et l'organisation des examens à la fin du mois de février. Faculté de médecine, pareil. Vous allez à la faculté de lettres et sciences humaines, on est également dans la même lancée. Faculté de droit, pratiquement dans la même lancée. Il n'y a qu'au niveau de la fatigue, et ils sont en train de faire d'énormes efforts pour pouvoir rattraper ce gap-là. Mais il ne faudrait pas que cet effort que nous avons tous fourni pour pouvoir revenir à un calendrier normal et retomber sur nos pieds, que cet effort-là soit vendangé parce que tout simplement donc, les mesures n'ont pas été prises en amont pour pouvoir assurer quand même donc le paiement correct des prestataires de services. Et ça également, donc, nous le déplorons et nous prenons en tout cas à témoin donc l'opinion publique nationale et internationale par rapport à cette question-là. Alors, il y a eu également dans la même veine par rapport au grief que nous avions contre donc, le ministère de l'Économie et des Finances, le respect donc, du protocole d'accord que le SAES a signé avec le gouvernement sur la question de la retraite. Fort heureusement, entre hier et aujourd'hui, pratiquement, cette question a été plus ou moins donc, réglée. Alors, quelle est la leçon que nous en tirons? Pendant 5 mois, nous n'avons cessé d'alerter les autorités. Nous avons rencontré les autorités du ministère de l'Économie et des Finances, en l'occurrence le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget et le directeur général du Budget. Nous les avons rencontrés au cours d'une réunion qui s'est tenue, je pense, au mois d'août ou au mois de juillet. Août. Sur ces questions. Quand nous avons senti qu'il n'y avait pas eu d'évolution par rapport à cette question, nous avons écrit par lettre référencée à M. le Premier ministre, il y a de cela moins de 20 jours, pour également attirer son attention sur ces problèmes que nous sommes en train de vivre et qui risquent de nous amener donc vers des perturbations. Mais personne n'a voulu répondre, personne n'a voulu prendre ses responsabilités. Au contraire, on a senti un petit peu qu'on nous snobait. Alors il a fallu que l'on décrète 48 heures de grève pour que ces questions-là, qui sont des questions minimes, soient réglées.
Alors, quelle est la leçon que l'on va en tirer? Ça veut dire que donc, on pousse les gens à être, disons, à d'abord aller vers donc des formes de violence pour pouvoir régler les problèmes. Ça, c'est pas bon pour un État. Alors que nous avions pris le soin, quand même, d'alerter toutes les autorités. Toutes les autorités. Alors, fort heureusement, en tout cas, sur ces questions-là, il y a eu quand même des améliorations. Il faut le dire. Ces problèmes ont trouvé donc des solutions entre hier et aujourd'hui. Et nous pensons que ces questions vont être dépassées et que ça va donc être derrière nous. On espère en tout cas que dans l'avenir, qu'on n'ait pas besoin d'aller en mouvement pour que les questions soient réglées. Ce qui nous importe pour nous, c'est que les enseignements soient faits et que donc les recherches soient faites et que donc l'enseignement supérieur soit stabilisé. C'est ça le credo du SAES. Et nous travaillons depuis lors à ça. Donc il ne faudrait pas qu'à l'avenir, qu'on nous contraigne à aller à l'encontre en tout cas de ce programme que nous nous sommes fixés. Nous attendons le retour du ministre donc, de l'économie et des finances qui est actuellement donc, absent du pays. À son retour, nous essaierons donc de le rencontrer pour vider ce contentieux que nous avons sur l'autonomie financière des universités. Je voudrais rappeler que la loi de 2015, c'est-à-dire la loi numéro 2015-02 du 6 janvier 2015, qui est relative aux universités publiques, précise clairement que les universités sont dotées d'une autonomie financière, avec à sa tête un recteur qui doit répondre de toutes les questions qui sont relatives, en tout cas, au fonctionnement donc, de ces universités-là. Bien sûr, il y a un conseil d'administration avec la nouvelle loi, mais vous savez que les textes, en tout cas les décrets d'application pour la loi cadre, ne sont pas encore pris. Nous sommes en train de travailler dessus avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous pensons que d'ici la fin du mois de décembre, tous ces textes vont être, disons, on va les finaliser et qu'on pourra tout simplement donc les soumettre aux différentes instances de décision pour leur adoption, ces textes-là. Mais en attendant, quand même, nous avons le recteur qui est à la tête donc qui préside à l'assemblée donc de l'université et qui a donc un certain nombre donc de responsabilités à faire prévaloir. Et dans ces responsabilités, bien sûr, il y avait un différend qui opposait le recteur de Thiès à l'ACP de Thiès. On pense que cette question va être dépassée. Mais la question fondamentale qui reste, c'est vraiment la question donc de l'autonomie financière des universités. Et sur cette question-là, nous sommes intransigeants. Ça dit qu'on ne peut pas déroger à cette règle-là. Les universités sont dotées d'une autonomie financière. Il faut que l'on laisse à ces universités donc, la liberté donc, de pouvoir jouir de cette autonomie financière-là. Ça, nous n'allons pas y vraiment tergiverser sur cette question. Nous attendons en tout cas donc, le retour de M. le ministre donc, de l'économie et des finances et du plan pour pouvoir donc, entamer donc, les discussions avec lui, pour pouvoir vider complètement donc, cette question, ce qui nous permettra vraiment d'avoir en tout cas un espace universitaire plus ou moins donc, apaisé. Alors, la dernière question, qui n'est pas une question de revendication, il faut que ça soit clair. C'est la question donc, des visas. Là, la France est un pays, c'est une république libre, qui a la liberté d'octroyer les visas à qui il veut. Nous ne lui contestons pas ça. Même si par ailleurs, il faut le reconnaître, nous avons des relations traditionnelles de coopération avec la France. L'enseignement supérieur avait conclu avec le consulat de France un accord qui permettait tout simplement, donc, dans le cadre de la mobilité des enseignants du supérieur, une certaine facilitation pour l'obtention des visas, suivant donc des mécanismes plus ou moins donc, définis. Mais nous nous sommes rendus compte que depuis quand même 4 mois ou 5 mois, on n'a jamais eu autant de difficultés pour accéder à la plateforme dédiée donc, pour ces visas, mais également pour avoir un rendez-vous. Mais ça, c'est un moindre mal.
Mais par contre, ce qui n'est pas normal et ce qui est inacceptable, c'est que le consulat de France puisse garder par devers lui non passeport pendant plus de 3 mois. Soit vous nous donnez donc le visa, vous ne nous le donnez pas, mais rendez-nous notre passeport. Nous avons eu des collègues qui ont raté des voyages et des conférences internationales par le fait tout simplement que donc leurs passeports ont été gardés à l'ambassade de France pendant plus de 3 mois. Ce qui n'est pas normal. Donc, soit ils nous donnent le visa, mais ils ne nous le donnent pas. Mais qu'ils nous remettent donc nos passeports à temps pour qu'on puisse quand même voir ailleurs, entre guillemets, excusez-moi donc du terme. Alors, ça, c'est un problème. Autant son Excellence Christophe Bigot a cette propension à monter au créneau pour défendre les intérêts de la France, mais autant nous également, nous avons l'obligation également de défendre les normes. Ce n'est pas une question de table des valeurs. Non, ce n'est pas une question vraiment de table des valeurs. Mais c'est tout simplement le fait que nous avons besoin, dans le cadre donc de la mobilité en tout cas des enseignants du supérieur, de disposer de nos passeports. Et que donc, ce que nous demandons, c'est que les procédures puissent être tout simplement donc revues et que nous puissions accéder à ces visas-là. Parce que quand même, nous avons des relations traditionnelles, vraiment donc de coopération et de travail avec la France. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que beaucoup de collègues vont avoir tendance maintenant à aller, disons, à diversifier donc leur destination et à aller beaucoup plus donc vers d'autres destinations, d'autres pays. Et ce n'est pas bien de mon point de vue, en tout cas au vu des relations donc multiséculaires qui lient en tout cas donc le Sénégal à la France. Environ, dans les 5 dernières années, l'État va devoir débourser 30 milliards pour payer au privé pour la prise en charge tout simplement donc des étudiants, des bacheliers orientés dans le privé. Mais cet argent-là, on l'aurait injecté, la moitié, on l'aurait injecté dans les travaux qui sont actuellement en cours, mais ça aurait permis aux universités de monter en puissance, de recruter suffisamment d'enseignants et pratiquement donc d'orienter tous ces bacheliers dans le public. C'est un choix du gouvernement. Mais en tout cas pour nous, la finition de ces infrastructures est extrêmement importante et va conditionner le développement de l'enseignement supérieur dans les prochaines années. Ici, ajoute qu'une université, ce n'est pas un lycée. Le lycée, on délivre tout simplement un savoir. L'université, on produit le savoir. Produire le savoir, ça veut dire qu'il y a des infrastructures de recherche qui doivent être mises en place. Il y a également un budget pour la recherche qui doit être mis en place. Et aujourd'hui, nous ne prenons pas la défense du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous parlons en toute objectivité. Il y a un espace qui est dédié à la recherche qui se trouve à Diamniadio, qu'on appelle donc la Cité du Savoir, qui va être une véritable plateforme de recherche. Mais si nous voulons être au rendez-vous, en tout cas donc du développement de la recherche de demain, nous avons l'obligation de finir ces travaux, notamment donc de la Cité du Savoir. C'est extrêmement important, en tout cas pour une bonne politique de recherche pour notre pays. Ce n'est pas faire de l'apologie pour le ministère de l'Enseignement supérieur, mais c'est tout simplement une objectivité que nous voulons adopter. Il y a également quelques difficultés également qui sont liées aux frais d'inscription. Vous savez, on a instauré depuis donc la réforme de 2013 avec la CNAES une augmentation donc des frais d'inscription que l'on a appelé donc les DIP, les droits d'inscription pédagogique, avec un arrêté, une lettre circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur qui répartit ces DIP. Alors, c'est vrai, le ministère de l'Enseignement supérieur a fait quand même ce qu'il devait faire de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu une concertation entre le ministère et le SAES. Nous avons convenu donc d'une lettre circulaire qui met en place donc une cellule de gestion donc de ces DIP-là. Mais je pense qu'il y a encore quelques difficultés que nous rencontrons. Nous avons, au niveau de la FACEP, par exemple, actuellement, nous avons une fermeture donc de la plateforme, ce qui fait que donc les étudiants qui sont inscrits
qui doivent être inscrits en principe ne le sont pas. Parce qu'ils ne peuvent plus s'inscrire parce que la plateforme est fermée. Et quand ils ne s'inscrivent pas, ils ne peuvent pas bénéficier donc de bourse. Ça, on en a discuté la dernière fois avec donc, le ministère. Et je pense que c'est au niveau donc, du rectorat de Dakar qu'il faudra donc, essayer donc, de voir pour demander à la DIGI de pouvoir donc, ouvrir la plateforme pour permettre donc, à ces étudiants de pouvoir s'inscrire et de pouvoir bénéficier donc, de leur bourse. Les étudiants africains. Alors ça, c'est extrêmement important et je pense que nous l'avons mis dans la déclaration. C'est la décision que la France a prise d'augmenter dans des proportions extrêmement élevées les droits d'inscription des étudiants africains. Et c'est ça qui est un peu... C'est cette discrimination qui est un peu gênante. Même si, par ailleurs, effectivement, c'est une république qui a donc toute sa liberté. Nous avons des augmentations qui sont disproportionnées, extrêmement importantes. 1600% d'augmentation des frais d'inscription des pays africains. Mais cela appelle quoi? Cela appelle de notre part une analyse de la situation. Cela également interpelle nos gouvernements. Par-delà le gouvernement du Sénégal, tous les gouvernements donc des pays africains, s'ils décident de restreindre l'accès à leur université pour nos Africains, je pense que c'est une opportunité qui est offerte aux gouvernants de l'Afrique, africains en tout cas, de pouvoir prendre en charge la véritable problématique du développement de l'enseignement supérieur dans leur propre pays. Et ça, vraiment, c'est un appel fort que nous lançons au gouvernement, mais que nous lançons à tous les gouvernements donc, africains, qu'ils puissent tout simplement donc, tirer toutes les leçons de cette décision prise par les autorités françaises pour tout simplement donc, essayer de mettre en place dans leur propre pays donc, un enseignement supérieur de qualité. Et cela nécessite effectivement qu'il y ait toujours des concertations entre les parties prenantes pour voir comment est-ce que nous pouvons aller donc, de l'avant. Ici ajoute également la question de la recherche qui nous paraît être donc fondamentale, la prise en charge de la recherche. Parce qu'un pays développé, c'est un pays où la recherche est mise sur sellette. On m'a envoyé tout à l'heure une vidéo donc qui vient donc de la Corée, où effectivement on montre un petit peu que en Corée, quand vous allez en Corée, les fonctionnaires les mieux payés, ce sont les enseignants. Parce que c'est une option, c'est une vision qu'ils ont. C'est ce qui a permis en 10 ans aujourd'hui, ou moins, en moins de 20 ans en tout cas, à la Corée aujourd'hui, donc du Sud et à la Corée du Nord, d'être à ce niveau de développement où c'est. Quand vous allez au Japon, c'est la même chose. Mais nous n'allons pas nous comparer à ces pays. Mais ce que nous voulons tout simplement, c'est que du point de vue de la prise en charge de la recherche dans le continent africain, que nous puissions mettre en place donc, des mécanismes de financement de la recherche. Parmi ces, il y a plusieurs mécanismes, mais au moins, nous devons mettre en place un fonds africain dédié à la recherche. Et ce fonds pourrait être alimenté sur la base donc, d'une ristourne de toutes ces industries extractives de pétrole, de gaz, de minerais, mais également les industries de téléphonie qui font des bénéfices faramineux sur les peuples africains. Mais on aurait pu prélever une partie donc, de ces bénéfices-là dédiés à un fonds qui pourrait être un fonds de soutien à la recherche, mais également à l'enseignement supérieur d'une manière générale, aussi bien au Sénégal que partout ailleurs en Afrique. Voilà donc, chers amis, les quelques éléments donc, de partage que nous voulions faire avec vous sur donc, la situation de l'enseignement supérieur d'une manière générale, mais également sur les perspectives que nous devons également avoir pour disons, pour un développement souverain de notre continent. Il y a eu quelques difficultés au niveau de la faculté donc, de sciences économiques et de gestion. Ces difficultés sont liées au mode d'évaluation. Disons, c'est un ensemble de problèmes, mais un des problèmes, c'est le mode d'évaluation.
Parce que quand même, si vous allez à la FASEC, ils font ce qu'ils appellent donc des travaux, des examens partiels. Ce sont des devoirs qu'ils organisent régulièrement. Ces devoirs sont corrigés. Donc vous voyez le nombre d'étudiants qu'il y a, le nombre d'enseignants qu'il y a également, le taux d'encadrement est extrêmement faible. Donc si pour chaque semestre et pour chaque matière, vous devez organiser beaucoup de devoirs, les corriger, et avant d'organiser donc les examens, mais il va sans dire qu'il peut y avoir donc quelques difficultés. Ici, ajoute qu'effectivement, il y a eu donc les étudiants qui ont observé donc quelques mouvements donc de grève. Il y a eu également les enseignants qui ont observé quelques mouvements de grève liés au paiement donc des heures complémentaires. Tout ça a fait qu'on a accumulé un certain retard. Mais je voudrais dire que ce retard-là, aujourd'hui, est en train d'être comblé. Ça, je suis formel dessus. Les collègues ont pris toutes les dispositions pour que ce retard-là soit comblé et que, en fin décembre, au début du mois de janvier, que l'on puisse commencer l'année universitaire 2018-2019. Et si on arrive à entamer donc les enseignements de 2018-2019 en janvier, je pense qu'on peut retomber sur nos pieds. Ce qui va poser quelques difficultés, c'est qu'on continue effectivement à glisser un petit peu donc sur le mois de janvier, concernant disons l'année universitaire 2017-2018, qu'on continue à glisser un petit peu sur le mois de janvier. Ça, effectivement, ça peut avoir un impact. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les collègues, en tout cas de la FASEC, ont pris toutes les dispositions pour pouvoir tout simplement donc, arriver à combler donc, le gap et que nous puissions retomber sur nos pieds, comme on a l'habitude donc, de le dire. Alors, s'agissant maintenant de Saint-Louis, après il y a mon camarade qui est de Saint-Louis, qui va, David Célestin Faye, qui est donc le chargé donc, des revendications, qui va revenir dessus. Mais ce que je veux dire, les problèmes des universités, il n'y a pas de spécificité, en quelque sorte. C'est l'enseignement supérieur, tous les problèmes que vous allez avoir, les problèmes que vous allez avoir à Saint-Louis, vous pouvez avoir les mêmes problèmes à Dakar ou à Saint-Louis. C'est une question tout simplement donc, de deux choses, d'infrastructure, d'encadrement et de budget. Ce sont les trois problèmes. Ici, on arrive à régler ces questions-là. Il n'y a pas de spécificité. Maintenant, c'est vrai, à Saint-Louis, il y a eu des situations qui ont fait qu'effectivement, il y a eu de report en report, qui ont fait que les années se sont chevauchées. Mais nous avons tenu ici à Terre-Roubi une rencontre où le ministère de l'enseignement supérieur était présent, le ministre de l'enseignement supérieur avec toutes ses directions. Nous avons également fait venir tous les directeurs et les sous-directeurs, les directeurs adjoints, les directeurs de section, tous et les directeurs adjoints, les partenaires sociaux, tous nous nous sommes retrouvés ici à Terre-Roubi. Nous avons travaillé de 9h du matin à 22h le soir. On va continuer donc à faire ce qu'on doit faire pour que l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire qu'en octobre 2019, que toutes les années précédentes soient terminées et qu'on démarre l'année 2019-2020 en octobre. Je pense que c'était ça qu'on s'était fixé comme objectif à la rencontre donc, de Terre-Roubi et je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Je pense que l'erreur que nous sommes en train de commettre, ou le gouvernement est en train de commettre, c'est penser que avoir réglé la question des bourses par l'augmentation ou avoir diminué les tickets de restaurant règle le problème. Le problème il est entier pour Saint-Louis. Et je vous assure que le SAES l'avait prédit, parce que dans cette salle même, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, en 2013, à l'époque, nous avions fustigé l'augmentation vertigineuse du nombre d'étudiants. Nous avions reçu en 2013 3000 bacheliers en une année. Et ça, c'était 40% d'augmentation. Et en réalité, les problèmes de Saint-Louis ont commencé en 2013. La mort de l'étudiant Fallou Sène, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder en fait ce vase-là. Les problèmes ont commencé. Et aujourd'hui, on est à 1 an, 1 mois de retard. 1 an, 1 mois. Donc nous sommes en train de faire les cours qu'on aurait dû faire il y a une année. Et il s'y ajoute ce problème de restauration. Et je l'ai dit, nous avons alerté sur la restauration. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, il y a eu des engagements que le gouvernement a pris. Certes, les étudiants, pendant toutes les vacances, ont réclamé justice pour la mort de l'étudiant Fallou Sène. Ils l'ont répété plusieurs fois. Il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu le saccage des locaux du rectorat et du CROUS. Aujourd'hui, aucun enseignant n'a d'acte administratif. Il n'y a pas de document. On ne sait pas qui est qui.
Il n'y a plus de documents administratifs. 27 ans, 28 ans d'archives brûlées. On ne sait pas qui sont les auteurs. Apparemment, le gouvernement ne veut faire ni la lumière ni sur la mort de l'étudiant, ni sur les saccages. Parce qu'il faut justice. Ouais. Il faut que justice se fasse. Donc, à Terre-Oui, il y a eu des engagements qui ont été pris par le gouvernement pour accompagner justement l'UGB. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, tout à l'heure, on a évoqué la question des DIP. Les DIP ont été mis en place pour justement améliorer les comptes. Voilà. Aujourd'hui, à l'UGB, il n'y aura pas de DIP cette année. Parce que les étudiants ne vont pas se réinscrire, puisqu'ils étaient déjà inscrits pour l'année 2017-2018. Naturellement, ils ne vont pas payer de DIP. Mais il n'y aura pas de DIP. Qui dit absence de DIP dit absence de budget. Donc l'UGB va cesser de fonctionner dans peu de temps. Et ça, il faudrait le noter, hein, parce qu'il n'y a pas de DIP, il n'y a pas de budget. Les UFR ne peuvent pas fonctionner avec 30 millions pour une année. Vous pouvez avoir 1000 étudiants, avec 30 millions, vous n'aurez pas de papier pour les examens, pas de crédit. Donc je pense qu'on s'achemine. Ce n'est pas des questions de tickets de restaurant. Il y a la pédagogie. On est sur le social, certes, il y a la restauration, il y a les bourses, mais il y a la pédagogie. Actuellement, dans les GFR, il n'y a pas de pédagogie. Actuellement, le budget du GFR, c'est 0,00, en fait, je ne sais pas combien de zéros d'ailleurs après la virgule, % du budget du rectorat. Parce que c'est insignifiant. Insignifiant par rapport. L'État a donné comme 10 milliards. Les GFR, c'est même pas 200 milliards. 200, même pas 300 milliards. 200 millions. 200 millions. Ouais, faites le rapport en fait. Donc, c'est la question vraiment à laquelle il faut que le gouvernement mette en place les mesures d'accompagnement sur le plan pédagogique, de la même façon qu'il a diminué le ticket de restauration, de la même façon qu'il a augmenté les bourses, il va falloir maintenir ces budgets d'UFR pour que justement on puisse fonctionner. Sinon, les étudiants iront en grève parce que moi, je ne ferai pas cours sans craie, je ne ferai pas d'examen sans papier. Ouais. Donc, c'est important pour l'UGB, en tout cas, de savoir que la question, elle va ressurgir de moment à l'autre. C'est très important. J'aimerais bien que cela... Donc, parce qu'on vous donne rendez-vous pour bientôt pour les mêmes difficultés. Peut-être pas avec une mort d'homme, mais quand même, on aura alerté pour l'UGB.